Bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer la portion sur la théorie des nombres, qui est le dernier bloc jusqu'à la fin de la session. Donc, c'est un bloc particulièrement pertinent, entièrement mathématique, avec quelques liens quand même avec l'informatique. Donc, c'est quoi la théorie des nombres en maths? La théorie des nombres, c'est tout simplement une branche des mathématiques, puisqu'on étudie les nombres entiers, leurs propriétés, leurs caractéristiques, les liens qu'on peut avoir avec eux et qu'est-ce qu'on peut en déduire. On va parler beaucoup de divisibilité, de division entière, de restant. On va parler de PGCD, donc plus grand commun diviseur, plus petit commun multiple. On va faire de l'arithmétique modulaire, donc travailler avec les restes. On va voir c'est quoi l'arithmétique modulaire. On va parler de critères de divisibilité, comment on sait si un nombre est divisible par 3 ou s'il est divisible par 9. Pourquoi? En fait, est-ce que ça fonctionne? Le fait d'additionner tous ces chiffres, puis savoir si ça c'est divisible par 3, alors le nombre il est. Pourquoi ça fonctionne? Une portion sur la cryptologie, qu'on va probablement mettre optionnelle cette session. Et parler aussi des suites, la suite de Fibonacci, c'est quoi son lien avec le nombre d'or, et ainsi de suite. Là. Fait que la première portion, donc ça va être la portion sur la division entière. Et on va commencer avec définir, dans le fond, la division entière, donc le symbole de divisibilité. Si A est un nombre entier et B est un nombre entier, on va mettre que A n'est pas égal à 0. On dit que A divise B et le symbole est une barre complètement à la verticale. S'il existe un entier K tel que B est égal à AK, si seulement si, ou s'il existe, là, mais on peut le mettre dans les deux sens, B est égal à AK, où K est un entier. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que A va diviser B si B est un multiple de A. Donc si B, je peux l'écrire comme A fois quelque chose d'entier. On va dire que A est un facteur de B, B est un multiple de A. Si A ne divise pas B, ben, on pourrait mettre une barre sur une barre comme ça ici. Là. Donc A ne divise pas B lorsque A ne divise pas entièrement B. Fait que l'exemple 1, déterminer si les énoncés suivants sont faux ou vrais. Est-ce que 7 divise 10, c'est faux? Parce que je ne peux pas écrire 10 comme 7 fois quelque chose. Car 10, c'est égal à 7 fois 1 plus 3. Et là, on va parler de ça bientôt. Là. Le plus 3, c'est ce qu'on va appeler un reste. Donc, je ne peux pas l'écrire entièrement sans avoir un reste. Est-ce que 5 divise 10, c'est vrai? Selon la définition, il faudrait que je trouve un entier tel que 10 est égal à 5 fois cet entier. Mais cet entier-là, c'est 2. 10 est égal à 5 fois 2. Donc, j'ai réussi à le diviser entièrement. Est-ce que 100 divise 10? En fait, non. Un nombre plus grand ne peut pas diviser un nombre plus petit. Non, car 100 est plus grand que 10. Là. Déjà là, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas d'entier tel que 100. En fait, 10 est égal à 100 fois cet entier. Ici, j'aurais dû écrire K. Dès que mon nombre à gauche est plus grand, c'est sûr que la division est fausse. Là. Est-ce que 5 divise moins 10, c'est vrai? On peut mettre des nombres négatifs dans cette définition-là, il n'y a pas de problème. Car moins 10, c'est 5 fois moins 2. Donc, mon entier est à moins 2. OK, donc ça, c'est la définition pour la division entière. Il y a un théorème, donc quelques propriétés sur la division entière. Et on va les prouver. Donc, on continue avec nos techniques de preuve. Là. Si, soit ABC des entiers, si A divise B et que A divise C, ben alors A va diviser la somme de B et C. Deuxième, si A divise B, si A divise B, alors A va diviser B fois C. Hein? B est un multiple de A, donc B fois C va rester un multiple de A. Ça ne change rien. Pour tout entier, évidemment, là, on parle tout le temps d'entier maintenant. Si A divise B, B divise C, alors A divise C. Donc, c'est transitif, si on veut. Fait qu'on va prouver, ça va être des preuves directes. Ici, là. Donc, la preuve directe. On va partir de l'hypothèse et on va arriver à la conclusion.
Donc, on suppose que l'hypothèse est vraie. A divise B et A divise C. Qu'est-ce que ça veut dire selon les définitions? Donc, si A divise B et A divise C, alors... Et là, on y va avec la définition. La définition, c'est qu'il existe un entier K tel que B divise AK. Et il va y avoir un entier K tel que C est égal à AK. Donc, alors, il existe K... Là, j'ai besoin de deux entiers, fait que je dis K et L. Tel que B est égal à AK et C est égal à AL. Donc là, j'ai juste utilisé les définitions pour dire qu'est-ce que ça voulait. Et là, je regarde comment je peux arriver à la conclusion. Hein? A divise B plus C, c'est comme si je voulais avoir B plus C est égal à A fois un entier. Fois un entier, je vais l'écrire comme ça. Là. Ça, c'est juste pour nous, là, comment on va y réfléchir. Fait que je vais additionner B plus C. Ainsi, B plus C, c'est égal à quoi? B, c'est égal à AK. C, c'est égal à AL. Donc, B plus C, c'est AK plus AL. On peut mettre un A en évidence. A fois K plus L. Donc, B plus C est égal à A fois K plus L. Ça veut dire que A divise B plus C. Puisque K plus L est entier. K, c'est un entier, L est un entier. Donc, B plus C est égal à A fois un entier. Et ça, c'est exactement la définition de A divise B plus C. Là. Alors, A divise B plus C. Le deuxième, si A divise B, alors A divise BC. Fait que mon hypothèse, c'est simplement que A divise B. Donc, si A divise B, alors il existe un entier K tel que B est égal à AK. Ça, c'est juste mon hypothèse. J'utilise la définition pour dire qu'est-ce que ça signifie. On va aller voir A divise BC. Fait qu'on va aller voir B fois C, ça donne quoi? Ainsi, B fois C, fait que je vais faire fois C de chaque côté. C'est égal à AKC. Ben, K fois C, c'est un entier. Je peux faire comme on faisait avant. Là, on pose L est égal à KC, où L est un entier, étant donné que K et C sont des entiers. Donc, BC est égal à AL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A divise BC. Donc, A divise BC. Voilà. Vous pouvez prouver l'exemple 3. Le théorème 3, là, ça fait partie des exercices plus loin. Là. Donc, vous pourrez le prouver vous-même. Exemple 2, on va voir comment on peut appliquer ces théorèmes-là. Fait que déterminer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, juste en évoquant un des théorèmes 1 à 3 ou en donnant un contre-exemple. Fait qu'en A, pour tout x entier, si x divise 17, alors x divise 85. Moi, je dis que c'est vrai. Pourquoi? Si x divise 17, alors x divise 17 fois 5. Ça, c'est par le théorème 2. Donc, si je divise quelque chose, alors je divise ce quelque chose-là fois... Là, je vais juste effacer ça, là, parce que ça va être mélangeant. Donc, si A divise B, alors je divise B fois un autre entier. Je divisais 17, je divise 17 fois un autre entier. Mais 17 fois 5, c'est 85. En B, si x divise 36 et que x divise 100, alors x divise 172. Ben ça, c'est vrai aussi. Oups. Pourquoi? Ben, si x divise 36 et x divise 100,
Alors, x va diviser 36 fois 2 plus 100. Je pourrais le séparer, là. Je pourrais dire que x divise 36 fois 2 et que x divise 100. Ça ici, c'est par le théorème 2. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fois 2 au 36, puis un peu comme j'avais fait à l'autre exemple, si je divise 36, je divise 36 fois 2. Et si je divise 36 fois 2 et que je divise 100, alors je divise 36 fois 2 plus 100, ça c'est par le théorème 1. Donc, si je divise B et C, je divise leur somme. Et 36 fois 2 plus 100, ça fait 172. C'est un petit peu comme ça, là. Ce que moi je fais, c'est que je regarde, je déduis un petit peu la réponse. Je me dis, ben 172, est-ce que je peux le réécrire comme une combinaison de 36 et de 100? Je vais l'appeler comme ça, là. Fait que là, je dis, ben 172, c'est 100 plus... Fait que là, j'enlève 100. Fait que 172 moins 100, c'est 72. Est-ce que 72, je peux l'écrire comme 36 fois quelque chose entier? Oui. C'est quelque chose comme ça, là. Juste d'essayer de trouver ou déduire notre réponse comme ça. Fait que vous faites essayer exercice 1. L'exercice 2, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On va parler de l'algorithme de division ou de division euclidienne. En fait, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe quand un nombre ne divise pas un autre nombre. Hein, si A ne divise pas B. Donc, soit A un entier et N un naturel sauf 0. Alors, il existe deux entiers Q et R. Q et R restent et quotient. On va voir pourquoi tantôt, là. Avec R plus petit que B est plus grand ou égal à 0, tel que A est égal à BQ plus R, où Q et R sont uniques. En fait, n'importe quel nombre, je peux l'écrire comme une combinaison de un diviseur fois le quotient plus un reste. Fait que BQR, donc B c'est le diviseur, Q le quotient et R c'est le reste. Fait un diviseur fois le quotient plus le reste. Si A en fait là, de cette façon-là, on va dire si B divise A, alors R est égal à 0. Le reste est égal à 0. Fait que si B est égal à divise A, ça veut dire que A est égal à B fois Q plus 0. Car A est égal à B fois Q. Ça, c'est par définition. Plus 0. Si B ne divise pas A, ben R va être entre 0, donc il ne sera pas égal à 0, et B. Donc, on va dire que A est égal à BQ plus R. Pourquoi R est plus petit que B? Donc, le reste va être plus petit que le diviseur. Parce que s'il était plus grand, ça veut dire que je pourrais continuer à diviser. Tu sais, quand je te dis 5 divisé par 2, ben ça, c'est égal à... En fait, une manière de le voir, c'est de dire ben 5, c'est égal à 2 fois 2 plus 1. Le reste va être toujours plus petit que le diviseur. Je ne vais pas dire que 5, c'est égal à 1 fois 2 plus 3. Là. Ça ne marche pas. Je peux continuer de diviser. Là. On continue de diviser. Là. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter le reste. Puis, ben, exemple 3, donner le quotient et le reste lorsque 101 est divisé par 11. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire ben, 101, c'est égal à 11 fois quoi? Plus quel reste? Fait que 11, c'est notre diviseur. Là, donc, c'est égal à 11 fois quoi? Plus le reste. Fait que le 101 divisé par 11, ça me donne 9,18. Fait que je sais que je peux complètement diviser par 9. Quand je divise complètement par 9, 11 fois 9, c'est 99. Il me reste 2. Fait que 101, c'est égal à 11 fois 9 plus 2. Fait que de la manière qu'on l'écrit, ça c'est le diviseur. Ça ici, c'est le quotient. Et ça ici, c'est le reste. Donc le quotient est de 9 et le reste est de 2. Quand moins 11 est divisé par 3, donc moins 11 c'est égal à 3 fois quelque chose plus un reste. Là, le reste doit toujours être positif. Fait que moins 11, quand on le divise par 3, ça me donne moins 3,6. Il faut toujours l'arrondir à l'entier supérieur ici. Là. Fait que c'est
inférieur, je veux dire. Fait que 3 fois moins 4. Ça me donne moins 12, plus 1. Fait que le 3, c'est le diviseur. Fait que j'ai moins 4 qui est le quotient. Et 1 qui est le reste. Mais là, assurez-vous que votre reste est positif. Si vous avez un reste négatif, continuez de diviser. Donc, allez plus loin dans le négatif pour votre division. Je vais parler des nombres premiers, puis ça va être la fin du vidéo. Donc, un nombre premier, c'est un entier plus grand que 1 qui est divisible par 1 et lui-même. Donc, 1 et lui-même, c'est un nombre premier. Les entiers qui donc sont seulement divisés par 1 lui-même sont premiers. Ceux qui sont divisés par 1 lui-même et d'autres nombres, on va appeler ça des nombres composés. Et fait que la définition, on les a ici. Là, donc un nombre entier positif P est plus grand que 1 est premier si les seuls facteurs de P sont 1 et P. Fait que là, P, ça va être un nombre premier quelconque. Là. En d'autres termes, blablabla, il est seulement divisé par lui-même et par 1. Par convention, 1 n'est pas premier. Là. Parce que son diviseur, c'est 1 et 1. Là, ça ne marche pas. Là. Donc, on va dire que 1 n'est pas premier. Déterminer si 7 et 9 sont des nombres premiers ou composés. Mais là, c'est facile. Là, 7 est premier. 9 est composé. Pourquoi? Ben, les seuls diviseurs de 7 sont 7 et 1. Hein, car 7 est égal à 7 fois 1. Il n'y a pas d'autres diviseurs. 9 est composé. Pourquoi? Car, bon, on peut dire parce que 3 divise 9. Hein, il y a un diviseur. Ou bien car 9 est égal à 3 fois 3. Donc, des diviseurs qui ne sont pas lui-même. Etc. Fait que, comment on sait qu'ils sont premiers? Ben, on va essayer les divisions. Et si on a une division qui nous donne un nombre entier, ça nous donne un nombre qui est premier. Un truc pour ça, c'est de trouver la décomposition en facteurs premiers de certains nombres. Vous avez sûrement déjà fait ça là, au primaire ou au secondaire, là, faire comme un arbre, là, 100, on peut le diviser, c'est 2 fois 50. Et là, on continue de diviser. Hein. 50, c'est 2 fois 25. 25, c'est 5 fois 5. Donc 100, on peut le décomposer en un facteur de nombre premier qui serait 2 fois 2 fois 5 fois 5. Ou bien 2 à la 2 fois 5 à la 2. C'est quoi ça? Pourquoi on ferait ça? Bon, première chose, c'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Et là, si on ne vous le prouve pas, la preuve prend 4 pages. Tout entier positif peut s'écrire comme le produit de nombres premiers de façon unique, l'ordre des facteurs n'étant pas pris en considération. Fait que n'importe quel nombre composé, ou premier, peu importe, je peux l'écrire comme un produit de nombres premiers. Si mon nombre était premier, ben, c'est lui-même fois 7, fois 1. Si le nombre est composé, ben là, on peut aller le décomposer. Et cette décomposition-là est unique. Donc, il n'y aura pas d'autre façon de le réécrire. Quand même très intéressant comme théorème. 999. Fait que là, je peux toutes les faire ici. Là. C'est 9 fois 111. 9, c'est 3 fois 3. Et 111, c'est premier. Fait que là, ici, j'ai 3 fois 3 fois 111. En fait, 111, c'est pas premier. 111, c'est 3 fois 37. Oups. 3 fois 37. 37 est premier. Fait que c'est 3 à la 3 fois 37. Et 1024, ça, c'est des puissances de 2. Hein. 1024, c'est 2 à la 10. Tout simplement. Je vais l'écrire comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de formule pour déterminer si un nombre est premier. Ou bien si je veux trouver le 2500e nombre premier. Puis il y a beaucoup de mathématiciens qui ont essayé de déterminer une formule comme ça. Ils ont trouvé des approximations. Genre, ben, il va y avoir un nombre premier entre tel et tel nombre. Puis, bon, pourquoi ça? C'est facile quand les nombres sont petits. Quand les nombres sont très très grands, imaginez un nombre à 1000 chiffres. Là. Genre 1, 2, 5, 3, 4, 3, 1, 7, 8, 9, 8, 2, 1, 5, blablabla. Rajoutez-en. Est-ce que ça c'est premier ou pas? On va pas prendre notre calculatrice puis aller diviser par 2, par 3, ainsi de suite. Là. On va être tanné. Là. Et il y a vraiment des mathématiciens qui cherchent à déterminer si des grands nombres comme ça sont premiers. Ça sert à quoi?
Hein, vous allez me dire. En fait, il y a beaucoup d'applications au nombre premier. Nous, on va avoir une optionnelle en cryptologie. Parce qu'il y a des théorèmes qui sont très pertinents, qui peuvent être utilisés pour les nombres premiers. Donc, pour coder un code secret, donc certaines techniques utilisent des nombres premiers. Et ça permet d'avoir des clés uniques, là, des codes à clé unique. Donc, dans le fond, qu'on peut seulement. Ça prend seulement cette clé-là pour être capable de le déterminer. Et celui qui donne, dans le fond, celui qui reçoit la clé, il peut décoder un message avec cette clé-là, mais il ne pourrait pas recoder, en tout cas. Puis, fait que souvent, dans le fond, tu crées ta propre clé. Quand tu veux décoder un message, tu crées ta propre clé, tu l'envoies à quelqu'un d'autre, il te code son message, et après ça, il te le retourne, tu es le seul à pouvoir le décoder. Quand même très intéressant, là. Et pour cette technique-là, ça prend des très, très, très grands nombres premiers pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent de déterminer si les nombres premiers fonctionnent bien. Fait que, un théorème qu'on va voir pour déterminer si un nombre est composé ou premier, c'est celui-là ici. Si n est un entier composé, alors n admet un diviseur premier plus petit ou égal à la racine de n. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les diviseurs premiers qui sont plus petits ou égaux à la racine pour voir si mon nombre est composé. Pourquoi? Ben là, il y a une preuve ici, là, on va juste y penser. Là, n, c'est racine de n fois racine de n. On est bien d'accord? Fait que si je ne suis pas premier, c'est que j'ai des facteurs qui ne sont pas 1 et lui-même. Donc, j'ai des facteurs qui vont être. Si je les réécris à 2, je vais avoir un facteur qui est plus grand que racine de n. Mais si lui est plus grand, l'autre va être plus petit. Pas le choix. Là. Donc, si j'augmente dans lui, si je diminue dans l'autre. Fait que c'est sûr qu'il va toujours avoir un des facteurs qui va être au maximum à racine de n. Donc, les autres vont être plus petits. Puis, il faut qu'il soit premier parce que, ben, dans le fond, si j'ai un facteur de 4, ben, c'est aussi un facteur de 2. Fait que j'ai juste besoin d'aller voir les facteurs qui sont premiers. Là. Vous pourrez relire la preuve, là, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit ici. Fait que déterminer si 101 est un nombre premier en ayant recours au théorème précédent. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait la racine de 101. Fait que racine de 101, c'est un petit peu plus grand que 10. Là. Ça donne 10.0, blablabla. 10.05, peu importe. Fait qu'on va aller voir si 101 est divisé par tous les nombres premiers plus petits que 10.05. Fait que est-ce que 1, on s'en fout. Est-ce que 2 divise 101? Non. Est-ce que 3 divise 101? Non. Hein, comment on sait si 3 divise un nombre, c'est qu'on additionne tous les chiffres du nombre. Donc 101, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Est-ce que 3 divise 2? La réponse, c'est non. 4, on s'en fout, c'est pas un nombre premier. Est-ce que 5 divise 101? Non. Hein, pour diviser par 5, il faut finir par 0 ou 5. Est-ce que 7 divise 101? Non. Ça, il faudrait le calculer à la calculatrice. Il n'y en a pas d'autre à aller voir. Donc 101 n'est pas premier. Pas premier. Vous pouvez essayer les deux autres exercices. Ça ressemble à ce qu'on a fait. Là. Et je finis avec le crypte d'Érastotène. Donc, dans le temps des Grecs, il y avait un certain grec mathématicien, Érastotène, qui justement voulait déterminer si il était possible d'ordonner les nombres premiers en dessus de croissance. Bon. S'il était capable facilement de déterminer c'est quoi un nombre premier. Fait que ce qu'il a fait, dans le fond, c'est que on peut tout réécrire nos nombres comme dans un tableau, là, donc allant de 1 jusqu'à 10 pour chacune des lignes, et ainsi de suite. Puis ce qu'on fait pour savoir les nombres premiers, c'est que on va barrer, dans le fond, si on veut, tous les multiples. Ou bien on va juste regarder tout ce qui est premier. Là. Dans le fond, on n'a pas de loi pour calculer le nombre premier. Ainsi, pour savoir si n est premier, il est absolument facile de vérifier sa présence dans un tableau. Fait que vraiment, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on élimine des facteurs. Fait que pour savoir les nombres premiers plus petits ou égaux à 50, ce qu'on fait, c'est bien, on va regarder tous les multiples de 2, on va les barrer. Et là, écrit de même, c'est facile. Les multiples de 2, on les a tous ici. Et là, c'est tous les nombres pairs. Là. Fait tout ça ne sont absolument pas premiers. Après ça, on va aller barrer les multiples de 3. Fait que les multiples de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Fait que là, ici, 21, 24, 27, 30, 33, 35, 38,
Là, je suis perdu. 35, 38, ça marche pas. 30, 33, 36, 39. Après ça, 42, 45, 48. Bon, ça marche. Après ça, les multiples de 4, on s'en fout. On les a fait en faisant les multiples de 2. On va aller voir. Oups, les multiples de 5. Avec les multiples de 5, on va avoir 5, 10. Là, c'est facile. Hein? Toc, 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 toc. Et il reste les multiples de 7. Je devrais mettre des S. De 7. Donc, il y a 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Tous les nombres que je n'ai pas barrés sont premiers. Pourquoi? Parce que, en fait, racine de 50, c'est à peu près égal à 7,07. Fait que j'ai juste besoin d'aller voir tous les nombres premiers plus petits ou égal à 7. Donc, qu'est-ce qui me reste? Donc, ce qui me reste, ça va être mes nombres premiers en rouge. Et il me reste... ça va être... Bon, ok, oui. J'aurais pas dû barrer 2, 3, 5, 7, là, parce que dans le fond, ils sont premiers. Là. Après ça, ben là, j'ai le 11, le 13, le 17, 19, 29, 23, 31, 37, 41, 43, 46. Fait que c'est quand même une façon assez bonne là, pour déterminer les nombres premiers ou un grand nombre premier plus petit qu'un certain nombre. Évidemment, plus on augmente, plus ça devient long là, à déterminer. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo-là. Merci et bonne journée.